Bravo au public du 101. C'est malheureux, le 101 est plus petit, alors il y en a beaucoup qui nous attendent devant la porte. On devra leur installer des téléviseurs une autre fois. Merci à tous ceux qui sont venus. Alors Jean, tout de suite, directement, la vie politique... La vie politique française actuellement est pleine de bruit et de fureur. Faut pas oublier que nous sommes maintenant à une semaine du premier tour des municipales. C'est normal, alors tout le monde est affolé. Monsieur Barre tente de ramener un petit peu de discipline à Paris. Monsieur Mitterrand un petit peu de discipline à Toulon. Enfin vraiment, ils sont vraiment au bord de l'épuisement. Et on en profite d'ailleurs pour commencer à envoyer quelques calomnies et quelques méchancetés. Je voudrais le signaler parce que je trouve que c'est pas bien et que cette campagne a été très bien tenue jusqu'à maintenant. Par exemple, le préfet de police a signalé à M. Poniatowski, et nous allons le voir sur une coupure, c'est Match qui a rapporté cette information, Match de cette semaine, tu vois. La campagne des municipales attire, lui a-t-il dit, dans la capitale, trop d'individus douteux. Je trouve ça extrêmement désagréable. Alors là, c'est pas gentil pour ceux qui viennent de l'extérieur. Non, faut pas oublier que M. Dornano est venu quand même de Deauville, M. Chirac de Corrèze. Moi, je serais Dornano et Chirac. Je me demande si je ferais pas un procès en diffamation. Parce que c'est à la limite de la bienséance et de la courtoisie. C'est pas vrai, mes enfants. C'est pas beau, Jean. Je voudrais... Élevons un peu le débat, tu veux bien? Élevons le débat. Est-ce que les candidats sont tous prêts maintenant? Les candidats sont prêts et je voudrais que nous voyions le candidat type. J'ai demandé à Barberousse de faire un dessin du portrait robot, si vous voulez, du candidat des municipales. Et vous allez voir, Barberousse est un garçon merveilleux qui dessine, comme on le sait, avec beaucoup de talent et qui en plus travaille très vite car il nous a apporté les dessins tout à l'heure sur le plateau, il les a fait cette nuit. Voilà le candidat quand il a commencé les municipales. Tu vois, il y a un chien dans le coin, ce qui est normal parce que dans les dessins de Barberousse, il y a toujours un animal. Il est content, son chien, il voit son maître qui attaque les municipales. Ça se passait il y a 15 jours. Candidat heureux. Candidat heureux. Alors, on va voir le candidat évoluer et c'est le deuxième dessin. Voilà le candidat au bout de 15 jours de campagne. Alors, il a complètement transformé. Tu vois, alors le chien est affolé de le voir dans cet état-là. Il a grossi, il est devenu gonflé, quoi. Il est gonflé, il est monstrueux, il est affreux. Alors, pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de cet individu, nous allons passer le candidat au rayon X. Et nous allons voir que tout un tas de choses, en effet, se sont passées. Vous voyez, il a, quand on le voit... ça fait marrer le chien. Oui, le chien est écroulé de rire à l'idée que son maître est dans cet état-là. Alors, tu vois, nous voyons on va le découvrir très lentement, mais on commence déjà un petit peu à le voir. Il a le cerveau énorme, il a la tête qui est gonflée parce qu'il a la tête pleine de sondages, il a l'œil, un strabisme divergent très très fort parce qu'à force de faire un tour d'horizon politique et de regarder à gauche et à droite ce qui se passe, ça lui a mis les yeux dans cet état-là, il a les narines qui palpitent parce qu'il faut prendre le vent sans arrêt, il a l'estomac plein de vin d'honneur, tellement il s'est fait de petits blancs et de petits rouges aux zingues avec ses électeurs, on voit le mollet par exemple qui est très développé, tu vois le mollet à force de monter les escaliers pour aller voir les concierges, la main qui est devenue énorme à force de serrer toutes les paluches des commerçants de son quartier. Il a l'oreille, alors ça c'est très important, qui s'ouvre de temps en temps aux bonnes nouvelles et qui se ferme aux autres. Et il a surtout les pieds en éventail parce qu'il s'imagine que s'il est élu, ça va être la béatitude. Mais il a la tripe républicaine nouée quand même parce qu'il a l'inquiétude d'être battu. Et voilà le candidat dans cet état-là, le pauvre malheureux, avec cette analyse qu'on peut faire de ce candidat actuellement. Jean, je crois quand même qu'il faudrait dire à tous les candidats qui nous écoutent et qui se retrouveraient une certaine ressemblance, que toute ressemblance entre ce portrait et eux-mêmes n'est que pure coïncidence. Ah non, il n'y a rien. C'est un portrait robot. Ne commencez pas à nous écrire, c'est pas vous. Non. Ce qui m'ennuie, Jean, dans tout cela, c'est de penser qu'il va y avoir des battus. Ben, tu sais, non, parce que je crois qu'en France, la grande chance de la France, c'est qu'il n'y a jamais de battu dans les élections. Et ça, c'est merveilleux. On n'est pas aux États-Unis ici. Tu verras jamais un homme comme M. Ford pleurer parce qu'il a été battu aux élections. Il n'y a pas de battu en France. Il y a un gagnant qui a gagné, qui est élu, et puis il y a l'autre qui s'est battu et qui a travaillé pour l'avenir, qui lui donnera raison, car on ne fait pas taire, tu le sais, la voie de la vérité en marche, de la justice, du progrès social pour une France plus juste et plus humaine. Voilà ce qu'il y a en France. Il n'y a pas de chapeau, milieu. Tu vois, chapeau. C'est une belle phrase. Est-ce que maintenant que les candidatures sont déposées, c'est plus calme? C'est un peu plus calme puisqu'il y a eu un échange de lettres, tu le sais. Monsieur Guichard a écrit à Monsieur Barre, Monsieur Barre a répondu à Monsieur Guichard, le président de la République a écrit à Monsieur Barre qui a reçu un courrier énorme, Monsieur Chirac avait écrit à Monsieur Barre avait répondu à Monsieur Chirac. Monsieur Marchais a écrit à Monsieur Mitterrand. Qui a répondu à Monsieur Marchais. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils se voient toute la journée et la nuit ils s'écrivent. Ça c'est une chose qui me surprendra toujours. Alors, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'écrivent autant ces gens-là. S'ils se voient toute la journée, pourquoi ils se parlent pas? Ah mais ils se parlent sans arrêt, tout le temps ils se parlent. Ah, ils se parlent, mais ils ne se croient pas. Et non, c'est ça le problème. Ils ne se croient pas parce qu'ils se connaissent. Ce qui fait qu'à nous, ils nous font des promesses verbales, mais entre eux, comme ils se connaissent, ils veulent des preuves écrites. C'est ça le drame. Ils veulent des preuves écrites, donc ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole, non. Mais on leur pardonnera, parce qu'ils ont des lettres. Ça c'est...
belle phrase digne de notre ami Patrick Burgel. Voilà un homme qui a un nom extrêmement connu. On l'entend sur la meilleure radio de France, on pourrait dire la meilleure radio du monde, dans la meilleure émission, bien que tu n'y sois plus, je suis malheureux, mon oui, pauvre depuis un moment. Il s'agissait... Ça s'appelle comment? C'est l'oreille en cours. Ah, l'oreille en cours. Et je suis ravi que Patrick soit enfin à l'antenne parce qu'on l'a tellement entendu, il était normal qu'on commence un peu à le voir. Et depuis 4 ans que je travaille avec Patrick, je suis ravi de te voir ici, tu sais. C'est un homme qui vous fait tous rire parce qu'il prête sa voix. Ben si, c'est vrai, il faut pas avoir peur. Il prête sa voix à combien de vedettes? Combien vous avez fait déjà? Environ 200. Environ 200. Le même homme, sans trucage, sans rien, en direct, fait tous les dimanches matins quelque chose d'étonnant, on s'y croit. Par exemple, là, tu vas nous faire qui aujourd'hui, ici, sur ce plateau? Bien, je vais faire 4 imitations dans toute l'émission. Là, je vais d'abord en faire 2 Oui. avec le même thème, la publicité, parce que beaucoup de grandes vedettes se sont mises à la publicité. Madame Bardot a fait une publicité pour des pantalons récemment. Alors, j'ai pensé que, par exemple, Johnny Hallyday pouvait très bien inventer les mérites d'une lessive. Bon, eh bien alors... On y va? Si tu veux bien, je vais... Musique, s'il vous plaît. Musique. Toutes les lessives sont les mêmes quand il s'agit de laver ma blouse, qu'elle soit de coton ou de laine. Je dois souvent laver ma blouse, tache de café ou bien de crème. Il faut la laver chaque jour. Oh oui, je la lave autant que je l'aime. Et je la laverai toujours. Avant ma blouse elle était noire et je la lavais chaque jour. Les couleurs passent et c'est sans espoir. Ma blouse c'était mon seul amour. Cette lessive extra, c'est mauvais pour ma blouse. Si j'avais utilisé Bobo, ma blouse aurait gardé ses tons chauds. C'est terrible hein, de pouvoir faire ça en direct comme ça. La lessive qui jaunit, c'était bien. Hein. Oui. Et maintenant, Claude Nougaro, maintenant. Oui, Claude Nougaro, c'est différent. Là, ce sont les produits régionaux de Toulouse, évidemment. Il vante les produits régionaux. Voilà. Alors, c'est son spot musique. publicitaire à lui. Musique. Qu'ils sont bien mes produits, qu'ils sont bien. Parfois lorsque ma faim se ranime, j'ai toujours là-dessous ma main. Cassoulet, confit ou terrine, ou bien saucisse de Toulouse, de Toulouse. Tous mes produits sont bien naturels. Je vous les certifie sans colorant. Ils viennent de mon pays de cocagne. Pour eux-mêmes, ma mémé va à la castagne. Oh, mes produits de Toulouse. Oh, Toulouse. Bravo Patrick, bravo, faire ça en direct, hein, comme ça, de plein pied, formidable. C'est un sacré bonhomme. Non seulement il leur prête sa voix, mais il leur prête des textes drôles. C'est un mec terrible. Oui, il écrit ses textes Il aussi. écrit ses textes. C'est Il tout fait de faire. belles phrases. Il aurait pu faire une belle phrase comme celle que tu vas nous dire tout de suite. La phrase. Ah, bah tiens donc. Hein? Elle a- Oui, c'est une phrase d'Edgar Faure que j'ai bien aimée parce qu'elle est. C'est une très très jolie phrase et telle que le président Edgar Faure sait les faire. Il a dit: vaut-il mieux pour un homme politique être un joueur de bridge
ou un joueur de poker? Et alors, Jean, ton avis, toi, là-dessus? Ben, je ne sais pas. Moi, j'inclinerais, je dirais, plutôt pour le poker. Ah oui, alors là, tu prêches pour ta paroisse. Non, pas spécialement. C'est parce que j'aime bien le poker, que tu aimes bien aussi, d'ailleurs, je te le ferai remarquer. Mais c'est parce que je crois, très vrai, j'ai beaucoup joué au poker et je sais que pour un homme politique, le poker, c'est très important. J'ai l'impression que plutôt que de les envoyer à l'ENA, on ferait mieux de leur apprendre le poker. Parce que d'abord, ça leur apprendrait tout de suite un certain nombre de choses. Très rapidement, ils apprendraient qu'autour du tapis vert d'une table de jeu, ça leur apprendrait que les tapis verts des tables de conférence, c'est exactement la même chose. Ils sauraient, par exemple, qu'au poker, comme en politique, il ne faut bluffer que gagnant. Ils sauraient qu'au poker, comme en politique, la relance, et comme en économie, la relance doit être toujours immédiate. Il saurait également qu'au poker, comme en élection, rien n'est jamais gagné et rien n'est jamais perdu avant la dernière donne. Au poker comme en politique, n'avoir peur de personne, mais craindre tout le monde. Exactement. Au poker, comme en politique, avoir des nerfs d'acier, gagner sans triomphalisme et perdre avec le sourire. Voilà ce qu'on devrait leur... Et on devrait leur apprendre ça, parce que ça les aiderait énormément. Mais tu sais, oui? Non, je voudrais savoir quand même que tu me donnes ton sentiment, au fond. Oui. Toi, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus et le moins dangereux en politique? Le poker ou le bridge? Écoute, je te dirais franchement que pour un homme politique, je crois que c'est le poker est moins dangereux. Et les hommes politiques qui ont choisi le bridge, je leur dirais, s'ils m'écoutent, attention, n'oubliez jamais qu'au bridge, quand on est vulnérable, les chutes comptent double. Oui. Puis alors, en plus, au poker, il y a toujours... au bridge, pardon. Oui. Il y a toujours un mort. Il y a toujours un mort. Ouais, oui, au poker, ça arrive aussi, mais plus rarement. Oh oui, non, c'est quand les gens sont méchants. Et je voudrais savoir, moi, quelqu'un qui est bien vivante, là-bas, je voudrais savoir de la part de Christine Fabrega, qui est auprès de son téléscripteur, quelles sont les dernières nouvelles de la matinée, Christine? Écoutez, il vient de tomber une petite nouvelle tout à fait extraordinaire et qui, vous allez voir, d'une brûlante actualité. En effet, vous n'avez pas été sans remarquer que depuis l'ouverture de la campagne électorale, les murs de nos villes sont surchargés d'affiches dont la superposition fait étrangement penser à un millefeuille. Chaque parti, bien entendu, se faisant un malin plaisir de recouvrir les affiches des autres. Eh bien, figurez-vous qu'une société vient d'inventer une colle miracle qui, étalée sur le recto d'une affiche, fera décoller automatiquement et dans les 10 minutes qui suivent la deuxième affiche qu'un parti adverse aura eu l'impudence de venir poser sur la première. Avouez que c'est ingénieux, ça. C'est chouette, ça. Oui, mais c'est pas le tout de vouloir poser des affiches, encore faut-il qu'elles tiennent debout, au propre et au figuré. Et que, évidemment, elles projettent des arguments propres à allécher l'électorat. Eh bien, je vous conseille de regarder très attentivement ce qui va suivre, car si un jour vous avez l'intention de vous présenter aux élections, je vous assure que ça peut vous servir. Bonjour, monsieur Ratti. Ça va bien? Bien. Très bien. Alors voilà, ça y est, je vous amène le texte définitif de mon affiche. Parfait. Mon adversaire va être furieux. Oh, qu'est-ce que je lui mets? Écoutez ça, c'est formidable. Canaille. Pardon. Bien, c'est le titre. C'est bon, très bon. Oui, alors écoutez la suite, vous allez voir, c'est encore meilleur. Canaille, c'est le seul qualificatif qui convient au candidat Maurice Frigou qu'un comité d'individus sans scrupules ose proposer à vos suffrages pour gérer les affaires de la commune. C'est bon, hein? C'est bon. Vous allez tout de même un peu fort. Pourquoi? Bon, Frigo est un parfait honnête homme. Je sais bien, c'est un type formidable. Hein? Seulement en période électorale, tous les coups sont permis, non? C'est juste. Voilà. Donc, alors je l'accuse de prévarication, de trafic d'influence, d'abus de biens sociaux, etc., etc. C'est classique, mais ça porte toujours. Mais oui, ça porte. Et je termine comme ceci. Eh bien, non! Les électeurs sauront prouver au candidat Maurice Frigou que notre belle mairie n'est pas faite pour les canailles. C'est excellent. C'est bon, hein? C'est bon. Alors ça nous fait 2 fois canaille, une fois en haut et une fois en bas de l'affiche. Bon, alors je vous imprimerai ces 2 canailles en robure allongée, demi-gras, 36-12. Ça tire l'œil. Formidable, merci Patron. patron. Merci. Patron, vous êtes là? Votre canaille m'appelle. Faites donc. Patron, dites donc, vous me direz ce qu'il raconte sur moi sur son affiche. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un? Mais voilà! Bonjour, monsieur Frigo. Comment ça va, patron? Ça va Bien. bien? Dites donc, je vous apporte mon texte pour mon affiche électorale. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi, Ratti? Il est là! Il est là, le Joseph! Bon! Je savais pas. Je vous apporte mon texte. Oui, très bien. Pour mon affiche Oui, électorale. oui. C'est quelque chose, hein? Ah oui. Vous allez voir. Moi, je lui fais pas de cadeau, Joseph. Écoutez comment ça commence. Oui. Canaille. Pam. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Comment c'est trop tard? Oui, c'est comme ça qu'il commence son affiche. Il commence son affiche Eh comme ça. Par canaille? Oui, en robure allongée, 36-12, ça tire l'œil. C'est embêtant, ça. Alors, il faut que je trouve autre chose, moi. Oui. Vous n'avez pas une idée il me faudrait un mot court, énergique, mais ayant de la classe, comme canaille. Moi, j'aimais bien canaille. Attendez, écoutez, le mieux, on va consulter
là, le dictionnaire électoral. D'accord, allez-y. Voilà. Alors, voyons. Alors. Voyons. Bandit, brigand, gibier de bagne, crapule, vaurien, malfaiteur, coquin, filou, canard. Voilà, canaille, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien, mais... Imposteur, fripouille, ravisqueux, scélérat. C'est pas mal, c'est minable, ça fait petit. C'est petit. Scélérat. Enfin, faute de mieux, hein. Écoutez, je vous le composerai en Europe capitale grasse. Oui, très grasse, oui. 42... C'est voyant. Ah bon, très bien. Et dites donc, à part ça, qu'est-ce qu'il dit de moi, le Joseph, sur son affiche? À part canaille, bien sûr. Il vous traite de prévaricateur, d'escroc, de trafiquant d'influence. Le bougre. Ah, il sait y faire, hein, parce que c'est excellent, ça, c'est excellent. Alors, si je comprends bien, il faut que je refasse complètement mon affiche. Non, mais non, pourquoi? Parce qu'elle est insignifiante. Écoutez, comment ça commence maintenant? Scélérat, hein. Puisqu'on est obligé de mettre scélérat, mettons scélérat. Alors, scélérat. Il n'y a pas d'autre mot pour définir le candidat Ratti qui a l'outrecuidance de se présenter à vos suffrages. C'est excellent, ça. Non, c'est petit, c'est mièvre, c'est minable pour moi. Après avoir abandonné ses enfants à l'assistance publique, il s'érige en défenseur de la famille maintenant. Alors, ses enfants, mais il n'a pas d'enfants, il n'est même pas marié. Certes, mais ces arguments influenceront la clientèle féminine. C'est juste. Croyez-moi. Accusé à maintes reprises de brutalités excessives sur la personne de son épouse, il a l'indécence de briguer les voix des électrices en se qualifiant de protecteur de la femme au foyer. À cet énergumène, vous ne répondrez qu'une phrase: à la porte, scélérat. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est minable. Moi, je préférais canaille. À la porte, canaille, ça voulait dire quelque chose. À la porte, scélérat, ça doit être... Patron Allez-y. Je reviens tout de suite. Mais vraiment, je suis complètement démoralisé, moi. Hein. Oh, si. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur moi, là? Ah, ben, il vous arrange bien. Hein. Ah bon? Ah oui. Il commence par scélérat, en Europe capitale, 42. C'est voyant. Mais c'est très bon, ça. Ah, oui. Ensuite, il s'attaque à votre vie privée. Ah, j'aurais dû y penser, ça, je l'ai pas fait. Ah, il dit que vous avez abandonné vos enfants. Oh, c'est une très bonne idée. Vous battez votre femme et il termine par à la porte scélérat. Et alors, Oh là là, oui, bah alors avec une affiche pareille, il va être élu au premier tour. ça vous croyez? Mais évidemment, plus aucune femme votera pour moi maintenant. Oh non, la vôtre n'est pas mal non plus. Oh, mais à côté de la sienne, elle n'existe pas. Oui, je vous en prie. Si, oh, Joseph, tu es là, toi? Et toi, comment tu vas, Maurice? Ah, ça me fait plaisir de te moi voir. aussi, ça me fait Tu plaisir. sais que ma femme tient absolument à ce que tu sois le parrain de notre petit dernier, hein? Dis donc, j'y compte bien. Ah, mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Dis donc, à propos, ton affiche est super. Oh, mais la tienne est excellente, Ah Maurice. non, puis alors dis, ton canaille est très bienvenu. Ton scélérat, Maurice, ton scélérat est merveilleux. C'est faible, c'est faible. Écoutez, ça ne me regarde pas. Non. Mais puisque chacun de vous préfère l'affiche de l'autre, c'est ça? Changez-les. Ben, comment ça? Ah oui. Bah, il suffit de modifier la signature. Monsieur Frigou, vous signez l'affiche de Monsieur Ratti, et Monsieur Ratti, l'affiche de Monsieur Frigou. Ah, c'est pas bête ce qu'il dit là, c'est pas bête. Ça te va, ça? Eh ben bien sûr, tiens, écoute, voilà le texte de la mienne. Ben, hein. voilà la mienne. Eh ben voilà, c'est réglé. Oui. Ah, mais dites donc, Oui. s'il y a un deuxième tour, hein, alors qu'est-ce que vous ferez? Ah, ben ça c'est facile. Celui de nous deux qui sera le moins bien placé donnera ses voix à l'autre. Il a raison, le plus important c'est de battre le concurrent du parti adverse. Alors écoutez, moi je vais vous proposer un texte hein, pour l'affiche, là. Canaille. Non. Non, pas Non. Citoyenne, citoyen. Pour assainir enfin la gestion de notre belle commune, je vous demande de reporter massivement vos voix sur mon ami d'enfance. Oui. Alors je la mettrai Frigou si, ou Ratti, enfin suivant le cas. Oui, bien sûr. Suivant le cas, oui. Le premier tour, hein. Oui. Et on termine par oui, votez tous pour cet homme intègre à qui je suis fier pour ma part de serrer la main, signé Ratti ou Frigou. C'est bien, ça c'est Bon, ça me fait plaisir. Bravo. très bien. Bravo, très bien. Et maintenant que le meilleur gagne. Oui. À bientôt, scélérat. Adieu, canaille. Tu as le temps de prendre un verre, là? Ah, bien sûr, Eh bien sûr. on va voir. Dis donc, je voulais te demander pas une chose Oui. sérieuse. Là, pas le Alors. baptême du petit. Qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait vraiment plaisir à ta femme? Ben, tu sais, elle n'en voulait pas d'autre, Oui. ma femme. Alors, je pense qu'il lui... Ils sont gentils, hein, en province, quand même. En comme province, ça. oui, Les c'est mœurs politiques sont... Oui, c'est comme sont ça que très ça se passe en province. Ouais, c'est charmant. Oui. Quoi? Tu me parles de quelque chose, Oui, là? je voudrais te parler du voilà. beurre. Bah voilà. T'as compris quoi que je voulais te parler du beurre? Non. Tiens, regarde ça. Oui. Ça, c'était 250 grammes de beurre que j'ai acheté hier chez mon épicier. Oui. J'ai payé Oui. 4 francs 30, ce qui met donc le beurre, comme partout d'ailleurs, toutes les boutiques de France, à peu près entre 17 et 18 francs le kilo. Ça doit varier très peu. Et tu sais que la Commission des marchés communs a refusé la vente à l'URSS de 75 000 tonnes de beurre à un prix un peu inférieur à 5 francs. Je crois que c'est 4 francs 50 le kilo. 4 francs 50 le kilo. 75 000 tonnes de beurre à 4 francs. 75 000 tonnes de beurre, Ouais. mais pourquoi on a tant de beurre, nous? Bah, tu sais, c'est parce qu'on a trop de vaches.
Ça a l'air assez simple comme ça, et en fait, ça ne l'est pas tellement, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Le côté beurre, on a trop de beurre, cette espèce de... Non. Voilà, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'une dizaine d'années. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, s'apercevant déjà qu'il y avait trop de beurre, a réuni son état-major, des énarques, tous des grosses têtes qui sont arrivés comme ça. Il leur a dit, pourquoi a-t-on tant de beurre? Alors, ils se sont mis à réfléchir, tu sais, quand ils réfléchissent, ils font pas ça les choses à moitié. Oui. Et à un moment, il y en a un qui a dit, d'où vient le beurre? Oui. Pas bête, comme tu vois, comme question. Oui, non. Alors, ils ont pris un dictionnaire, parce qu'ils ont un dictionnaire dans le ministère, ils ont regardé, le beurre vient de la crème. À partir de là, ils ont remonté toute la filière, la crème, le lait, la vache, et ils se sont dit, s'il y a trop de beurre, c'est qu'il y a trop de vaches. Tu vois, toujours très logique. Oui, et c'est à ce moment-là qu'on a proposé à chaque paysan français une prime d'abattage par vache laitière abattue, pour arriver à épuiser le stock de beurre. C'est pas sot comme idée. C'était pas du sot. tout. Non. 5-6 ans plus tard, le ministre de l'Agriculture... Le même ministre? Non, pas le même, enfin, c'est pareil. Oui, bon. S'est aperçu que le prix du veau avait monté dans des proportions inquiétantes. Alors, il a réuni son état-major, qui sont arrivés, des énarques avec des grosses têtes. Il leur a dit, pourquoi le veau a-t-il autant augmenté? Il y en a un qui a dit, monsieur le ministre, c'est parce que on a abattu les vaches laitières. Le ministre a dit, quel rapport? Il dit, monsieur le ministre, ce sont les vaches laitières qui font les veaux. Ah, le ministre a dit oui, c'est toujours pareil, on me tient au courant de rien, je peux pas travailler sans licencier. Et ça a été, tu vois, et ça date pas, c'est un problème qui est vieux comme le monde. J'en revenons au beurre, quand vous voulez vendre aux Russes, là, pourquoi les Russes, ils ont pas de vaches? Si, les Russes ont des vaches, mais alors le problème des vaches russes est très particulier, si tu veux. C'est-à-dire que les Russes ont des vaches qui sont planifiées. C'est-à-dire qu'elles doivent donner un contingent de lait dans l'année. Alors, c'est toujours pareil. Tu as des vaches courageuses qui font ça en 5-6 mois, et après, elles foutent plus rien pendant les autres mois. Tu vois, c'est déséquilibre un peu. Et puis, tu as les vaches qui voient qu'ils vont pas y arriver. Plus elles vont, plus elles s'angoissent. Et une vache angoissée, ça ne donne plus de lait du tout. Alors, ils sont toujours en déséquilibre, les Russes, sur ce plan-là. C'est vrai. Explique-moi, ce beurre bon marché qu'on voulait vendre aux Russes, il est pas bon, ce beurre? Il est bon, il est pareil que celui-là, c'est le même. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi on nous le vend pas à nous, ce beurre bon marché. Pourquoi on nous le vend pas à nous? Mais c'est la même chose, parce que si on nous le vend à nous, à ce prix-là, tu t'imagines bien qu'à 4 francs le kilo, plus personne va acheter celui qui coûte 16 francs. Donc, le stock des 75 000 tonnes va diminuer, mais celui-là, il va augmenter dans notre prix. Alors, c'est pareil, ça revient. Mais alors, celui-là, pourquoi on le vend pas aux Russes? Celui-là, on le vend pas aux Russes? À 17 francs. Mais les Russes sont pas idiots, vont pas acheter du beurre au même prix que nous, à 18 francs le kilo. Ils sont pas fous, les Russes. Alors, tu comprends, c'est ça l'avantage. Et en plus de ça, il faut pas oublier que ça fait travailler le commerce, que ça fait travailler les exportateurs. Et les exportateurs, l'exportateur qui était M. Doumingue est fort embêté d'ailleurs que l'affaire se fasse pas. Il l'a dit dans les journaux. Tu vois, il a dit on en fait tout un fromage. Il a même fait de l'huile. Il est drôle, ce monsieur. Il est rigolo. Mais moi, veux-tu que je te dise, sans faire d'humour, il faut peut-être aussi que les exportateurs fassent leur beurre. Tu vois. Il ne l'a pas fait Doumingue, celui-là, parce que je crois qu'il te l'a laissé. Tu vois. Mais en dehors de ça, il faut pas oublier une chose non plus, c'est que pour exporter 75 000 tonnes de beurre dans le monde actuel, il faut fatalement graisser la pâte aux fonctionnaires. Et pour graisser la pâte, on va pas leur reprocher de prendre un peu de beurre au passage. C'est normal. Ça fait partie de la vie politique courante. Tu vas voir l'astuce extraordinaire du beurre au petit Suisse. Voilà. Tu vois, ça va tout seul. Alors je vous propose maintenant nos délicieux petits Suisses à qui l'on a demandé ce qu'ils pensaient du mariage. Comment se passe le mariage, j'entends le jour du mariage? Ils décident à l'avance, puis ils vivent un peu ensemble. Puis quand le jour de leur mariage, ils achètent leur robe. C'est les parents qui achètent la robe à la fille. Puis les parents au mari, ils achètent un habit. Après, ils se marient, vont dans l'église. Et il dit à la femme, tu veux prendre cet homme par époux? Et si elle dit oui, il dit, alors je vous mets mari et femme. Et s'ils disent non? S'ils disent non, on leur donne l'alliance. Et après? Ils sortent et puis des fois il y a des gens ou avec des ballons, avec des fleurs, puis on leur lance du riz dessus. Et l'après-midi? Ils font la fête, ils boivent le champagne. Oui, et le soir? Ils s'en vont coucher. Des fois, la femme ne veut pas que l'homme se couche à côté. Des fois, ils sont un peu gênés parce que c'est la première fois. Comme ça, alors... comment dire? Tu aimerais avoir des enfants plus tard, Pascal? Non. Pourquoi?
J'aime pas, puis je veux pas me marier. Ah, tu ne veux pas te marier? Non. Toi non plus là-bas derrière? Pourquoi Pascal? Tu as pris cette décision, pourquoi? Comme ça, j'aime pas beaucoup les messieurs. J'aimerais pas me marier. Parce qu'après, on doit faire le ménage, tout. Les messieurs ne font jamais le ménage? Non. Mon papa, il aide pas ma maman. J'aimerais avoir des enfants, parce que j'aime bien les bébés. Puis j'aimerais avoir un mari qui aime faire la cuisine, et puis qui aime éplucher les pommes de terre, parce que je déteste ça. Est-ce que quelqu'un a assisté au mariage de ses parents? Oui, toi, Fabrice? Moi, ouais, mais j'étais encore tout petit. Hein. Tu te souviens pas très bien? Non, pas très bien, mais je sais que c'est pas à Lausanne qu'ils sont mariés, c'est dans un village. Moi, je dis que c'est impossible de se souvenir du mariage de nos parents parce qu'on n'était même pas nés. Parce que d'abord, on fait pas un enfant avant d'être marié, je trouve. Ils peuvent avoir des enfants sans se marier, mais il faut qu'ils les adoptent. Ah oui, d'accord. Les adopter. Moi, je trouve qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent déjà se fiancer une année à l'avance, et puis déjà se donner la graine. Puis après, ils peuvent faire l'enfant, et puis après se marier. Tu penses que c'est tout à fait normal comme ça? Oui. Moi, j'aimerais avoir des trentaines d'enfants. Une trentaine d'enfants? Aïe. Et tu penses que tu arriveras à suivre? Ça va pas te donner trop de travail? J'en mettrais. Je m'en occuperai d'un après de l'autre. Oui, mais quand on en a 30, parfois ils ont faim au même moment. Bah, je fais beaucoup à manger en même temps. Oui. Et tu aimerais avoir combien de garçons et combien de filles sur ces 30? Moitié garçon, moitié fille? Oui. Oui, 15 garçons et 15 filles alors. Oui. Bon courage, Carole. Alors, mon cher Jean, tu vois, c'est pas tout ça, hein, c'est comme l'opposition à la majorité, 50-50, moitié de garçons, moitié filles. Hein, oui, ça, et tu sais qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer, qui est en train de bouleverser peut-être l'approche des élections municipales, c'est la montée des listes, ce qu'on appelle la montée dans les intentions de vote des sondages des listes écologiques. Les listes écologiques qui totalisent actuellement entre 10 et 12% des voix, et c'est la raison pour laquelle, brusquement, on s'aperçoit de l'intérêt considérable qu'on porte aux listes écologiques en France. Parce que tu sais que c'est comme ça, la phraséologie politique française est faite d'une telle manière que quand un mouvement politique, l'écologie est quand même politique puisqu'elle influe sur les élections, se précise, on entend des choses très curieuses suivant l'importance du mouvement. On peut dire par exemple qu'à 1 et 2% de vote, on s'en occupe pas, on n'en parle pas, ça n'intéresse personne, on dit rien, tu vois. Non, s'il fait 4%. Alors, si ça fait 4%, parce que j'ai noté tout ça très exactement, c'est très précis, à 4%, c'est un mouvement marginal, irresponsable, dont le but est d'affaiblir les forces de progrès. Ah oui. Tu vois. Oui. S'il fait de 5 à 8%. Alors, de 5 à 8%, alors là, ça devient une tentative maladroite qui a pour effet de diviser les grands courants qui aspirent à la démocratie à visage humain. Ah voilà. Et s'il fait plus de 10%. Alors au-dessus de 12%, alors là, ça devient vraiment un grand courant. C'est un grand courant national qui agit avec des moyens différents dans le sens même du combat que nous menons depuis toujours et dont les voix rallieront au second tour, je l'espère, toutes les actions de progrès et de justice sociale pour un changement véritable dans une démocratie renforcée. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on voit tous les partis politiques qui viennent autour des écologistes, qui les caressent, qui leur font des câlins, qui leur font des choses très gentilles, parce qu'ils se rendent compte que 12% au deuxième tour, quand ça va se reporter, ça va être très intéressant. C'est d'ailleurs une phrase qu'a eu M. Mitterrand cette semaine qui a dit « Notre analyse socialiste va exactement dans le sens du combat écologique ». Ah oui. Tu vois, on vient, on les caresse, 12%, oui. Dis donc, c'est important. Dis donc, t'as d'autres nouvelles. D'autres nouvelles des municipales. Est-ce que tu connais un patelin qui s'appelle Pouilly? Un village, pardonnez-moi. Pouilly sous Charlieu. Pouilly sous Charlieu, c'est même pas à 12 km de l'endroit, moi, où j'étais conseiller municipal. Tu as été conseiller municipal? À Changy, oui. Eh ben. J'y suis plus. Non, oui, je m'en doute. Et alors, on ne peut pas faire, c'est passer ailleurs. Tu sais ce qui s'est passé à Pouilly sous Charlieu? Pouilly sous Charlieu est la seule commune de France où un fils se présente sur une liste de gauche contre sa maman qui est sur l'autre liste. Oh là c'est là, un drame. Tu te rends compte de ce que Corneille aurait pu faire avec ça? Mon fils qui l'eût cru.
Ma mère qui lui dit, tu te rends compte, ça aurait été très très beau. C'est dans ce sens-là, c'est valable dans l'autre aussi. Dans les deux, c'est pareil. Oui. Mais je crois que les journaux auraient pu faire quelque chose. Je m'étonne qu'ils aient pas sauté sur cette information. Les journalistes, vous savez, les journaux qui font des titres, des gros titres à sensation, il y avait des phrases fantastiques à faire. Je ne sais pas, moi par exemple, je vois bien en première page, un fils veut être maire à la place de la sienne. Ça, c'est un titre, ça, comme non, bon. je veux dire, c'est quand même... Mais Jean, tu m'as dit qu'il se présentait sur une liste de gauche. Oui. Alors moi, je te propose, voilà... Il bat sa mère et il reçoit les félicitations de Mitterrand. Ça c'est encore plus formidable. C'est beau, ça, hein. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Encore une nouvelle politique? Ah oui, si tu peux, il y en a. Tu sais que le président de la République a reçu cette semaine à l'Élysée Bastia et Fourou. Mais non, Jean, ça, c'est pas une nouvelle politique, ça. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Qu'est-ce que tu crois c'est quoi, à ton avis? Pourquoi il a reçu spécialement Bastia et Fourou, qui sont deux spécialistes de la mêlée, parce que l'un est dedans Bastia et que l'autre met le ballon à l'intérieur? Parce qu'à l'heure actuelle, le président de la République sait bien que la mêlée politique est beaucoup plus violente encore que ne l'a été hier après-midi la mêlée de France-Écosse. Je veux autant dire que les coups que se donnent les candidats, à côté, les coups de Cholet, hier, c'était de la rigolade. Et le président de la République est tout de même l'arbitre de la situation. Et en tant qu'arbitre, il a peu de moyens, parce qu'en mêlée politique, il n'y a pas de règles. On peut faire ce qu'on veut en mêlée politique. On introduit le ballon quand on veut, on pousse avant l'introduction, on se relève. On peut même plaquer les adversaires. Dis donc, l'arbitrage doit pas être facile, hein? Il est très difficile. Le président n'a aucun moyen, il ne peut pas siffler coup franc, il ne peut pas siffler hors-jeu. Il n'a peut-être qu'une solution, il peut renvoyer les deux équipes au vestiaire. Ça, il peut le faire. Alors là, je comprends pas, Jean. Tu peux pas parler clairement pour tout le monde au lieu d'employer des symboles. Tu veux dire par là, envoyer au vestiaire, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée et provoquer de nouvelles élections anticipées. Je parle pas par symbole. Quand je dis renvoyer les équipes au vestiaire, vestiaire et élection, c'est le même mot. Qu'est-ce qu'on dit d'un député quand il a été battu? Dès qu'il a pris une veste. Tu vois bien que vestiaire et élection, c'est le même mot, il n'y a pas de différence. Oui, enfin, alors, alors, tu sais, Jean, je vais aller retrouver, comment s'appelle-t-elle, Madame Rose, son kiosque, parce que je suis sûr qu'elle aussi a été enthousiasmée par la victoire de la France sur l'Écosse en rugby. Qui ne l'a pas été? Écoutez, moi, il n'y a rien à faire, c'est la politique qui m'intéresse le plus. Même que c'est très étonnant pour une femme, hein. Et avec les événements de ce mois de mars, j'arrête pas d'y penser. Tenez, merci beaucoup, au revoir, monsieur Régnier. Au revoir. Bonjour, monsieur Berthaud. Bonjour, Madame Rose, quelle semaine, hein. Il y en a eu du sport. Ah, ça, on peut dire que pour le sport, on a été gâtés, hein. Oh oui, ça, nous, on a été gâtés. Vous savez, vous, costaud comme vous êtes, belle femme comme vous êtes, là, je vous vois très bien dans la mêlée, moi. Mais c'est très gentil, monsieur Berthaud. Mais vous avez raison. Si mon mari me retenait pas, je me jetterais dans la mêlée, hein. Et pourtant, je vous assure que ça doit être dangereux, hein. Les coups de pied en vache en dessous, on sait bien que ça y va. Il y a des hommes qu'on voit traîner dans la boue. Oh ben ça, sans les risques du métier, c'est comme ceux qui craquent leurs culottes. Oh, prendre une culotte, ils sont pas à ça près, hein. Malheureusement, quand la mêlée n'est pas franche, en fin de compte, c'est toujours les partis qui en prennent un coup. Eh oui, et ça fait mal, hein, ça. Et dites-moi, vous avez vu le petit joufflu, là, sur la droite, il a fait une sacrée remontée, hein? Ah oui, c'est vrai, même qu'ils ont dû être fiers de lui à Deauville. Il n'est pas de Deauville, il est de Carcassonne. Bon? Ah ben en tout cas, il a fait plaisir avec sa remontée au grand arbitre. Mais l'arbitre, il s'en moque, l'arbitre, lui, de tout ça. L'arbitre, c'est l'arbitre. Oh non, il s'en moque pas tout à fait. Vous savez, les Auvergnats... Non, l'arbitre, il n'était pas auvergnat, il était même pas français dans ce match-là. Mais de quoi vous me parlez, vous, Madame Rose? Mais je vous parle des municipales, monsieur Berthaud. Oh, mais non, moi, je vous parlais de France-Écosse, rugby, alors. Oh, ce que je suis bête. Mais notez bien, le quiproquo était normal, hein, parce que finalement, le rugby et la politique, c'est du pareil au même, c'est du sport. Même que, sauf qu'en politique, comme le disait monsieur Amadou, tous les coups sont permis. Oui, mais là, attention, l'aile gauche joue contre l'aile droite, hein. Mais alors, je vais vous dire. En rugby, je m'y connais aussi, vu que mon mari, il est de Béziers. Oui. Et je peux vous dire que M. Chirac, pour un Corrézien, c'est étonnant, il joue pas finement. Parce que quand il a le ballon, il veut le garder. Il veut monter à laisser tout seul, ça va pas bien dans sa tête. Alors logiquement, M. Dornano, qui est comme qui dirait le capitaine de l'aile droite, quand il attrape le ballon au bon, vous pensez qu'il veut pas le repasser à Chirac, pas fou. Et ça cafouille à droite. Mais ça cafouille aussi un petit peu à gauche. Oui, ça c'est sûr que ça cafouille à gauche, même que de faire il s'est fait plaquer par son propre partenaire. Mais alors à gauche, en pilier, ils ont marché. Ah ça, et marcher. Il est dangereux. Il impressionne le public. Oh là là, marcher. Quand il monte en mêlée, en pilier, là, contre le grand Olivier Guichard. Dans les tribunes, ça fait crac, boum, Et le petit Jobert, dans tout ça, il joue quoi? Il joue 3/4, Jobert? Jobert 3/4? Chétif comme il est, il joue demi. Ah oui, demi. Ah, c'est vrai, il joue demi. Ah oui, mais attendez, vous savez que c'est un malin, Jobert, et il joue pour lui tout seul aussi. Là, lui, quand il attrape le ballon, blanc.
Il trouve une touche. Voilà, et Jaubert une touche, il doit pas y être habitué, le pauvre petit. Non, il n'y est pas habitué, le pauvre petit. Dites-moi, comment trouvez-vous que joue Mitterrand? Monsieur Mitterrand, oui. Bon, il joue classique, lui, quand il a le ballon, il repasse à un communiste, qu'il passe à un radical de gauche, qu'il passe à un communiste, qui est bien obligé de le passer à un socialiste. Qui repasse à Georges Sarr, qui passe à Rocard. Et qui va laisser? Ouah, crie la foule. Non, mais c'est pas encore marqué. Puis Oui, vous c'est savez, vrai. quand un essai est marqué, il faut encore le transformer après. Oui, oui. Mais attendez, alors là, je me fais aucun souci, monsieur Berthaud. Parce qu'au milieu du terrain, au centre, il y a monsieur Edgar Faure. Lui, on ne le voit pas, il joue pas les vedettes, mais il se déplace rapidement. Et je vous assure que l'essai soit marqué par l'aile droite et par l'aile gauche, Edgar Faure, lui, il loupera pas la transformation. C'est toujours lui qui transforme. Bravo, madame. Allez, au revoir, monsieur Berthaud. Je vous embrasse. Comme vous le savez, le week-end dernier se sont déroulés en Norvège les championnats du monde de biathlon. Et Guy Pierrot, notre reporter de charme, a eu la chance d'assister à une épreuve spéciale qui était composée, bien entendu, de ski de fond et de tir à la carabine, mais qui va réjouir les écologistes ennemis de la chasse, car comme vous l'allez voir, on n'y tue absolument pas d'animaux. Messieurs, ici Guy Pierrot qui vous parle de Vingro en Norvège, où se déroulent cette année les championnats du monde de biathlon. Aujourd'hui, nous assistons à la seconde manche de l'épreuve d'endurance sur 20 km entrecoupée de tir à la carabine. Notre compatriote Emil Smolitovic a causé une véritable surprise en prenant la 3e place à l'issue de la première manche de cette discipline. Le favori, le Finlandais Olaf Lefoirek, ayant échoué lamentablement, il nous est permis d'espérer devenir champion du monde de biathlon. Mais n'anticipons pas. Emil Smolitovic arme son fusil, vise, tire et rate. Il l'a raté. Mais je vous rappelle que chaque concurrent a droit à 3 essais. Rien n'est perdu. Attention, 2e essai. Encore raté, mon Dieu, nos chances de devenir champion du monde de biathlon s'estompent au fur et à mesure. Attention, 3e essai. Oui, il l'a eu. Quelle précision, bravo. Il a eu son skieur. Bravo, Emil Smolinovic. Grâce à vous, nous devenons champions du monde de biathlon pour la première fois dans l'histoire de France. Merci, Emil Smolinovic. Merci. Merci, Emile. C'est une bonne idée, hein, ça. C'est une bonne idée et l'auteur est sur le plateau. C'est notre ami Bernard Régnier, là. Ouais. Allez, bravo, Nanar. C'est bien. Très belle idée. Comme ça, Bernard. Et même, bon, allez, maintenant, Patrick Burgel, je suis content de vous retrouver parce qu'on a soif d'entendre des vedettes. Alors là, on va s'offrir Eddie Mitchell, je crois. Oui, je vais continuer mon petit panorama publicitaire. Oui. Eddie Mitchell, lui, va nous vanter les mérites d'un dentifrice, je crois. Toujours la publicité, alors. Toujours la publicité, ça m'intéresse beaucoup. Alors, musique. Un très bon moyen de communication. J'avais des crises de hockey et ma dentition qui s'écaillait. C'était la photo dentifrice. C'était la photo dentifrice. Une pâte superfluorée avec du sodium biactivé. Cochonnerie de dentifrice. Cochonnerie de dentifrice. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta blouse blanche. La pince à la main, tu as retroussé tes manches. Je crois bien que je vais regretter d'avoir pris cette pâte au rabais. Cochonnerie de dentifrice. Cochonnerie de dentifrice. Si j'avais utilisé moins loin le dentifrice du rocker, ça ne se serait pas passé comme ça. Ah, il est terrible, ce Patrick. Patrick, maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir droit un peu à Aznavour, hein? Ah, mais avec plaisir. Charles Aznavour, lui, il a eu des problèmes avec un mobilier qu'il ne trouvait pas adéquat vu ses faibles dimensions. C'est un peu le Jobert de la chanson, Charles Aznavour. Oui. Et alors, il a décidé d'en fabriquer un lui-même. Enfin, il va vous raconter lui-même toutes ses mésaventures. Voilà. Musique, Aznavour. J'ai décidé de changer tout mon vieux mobilier. Et j'ai opté pour des trucs
dans le vent, dans le vent. Tout est en verre, en acier, polyester, à du brosser. Oui, tout mon mobilier est moderne. Pas de problème, sauf hélas, quoi, que mon lit, oui, est trop bas. Aïe, aïe, aïe. Et que le canapé du salon est plus haut que moi, plus haut que toi. Alors quand je veux m'installer, faut d'abord escalader. Ne me parlez plus de meubles modernes. Mon bureau m'arrive au ras des genoux. Oui. Quant à mon rocking chair, il ne balance pas du tout. Et ma nouvelle salle à manger, la table est tellement grande qu'on ne peut plus y entrer. La prochaine fois que j'aurai à meubler ma maison, je choisirai de meilleures dimensions, où je me ferai vaille que vaille un mobilier à ma taille. J'en ai marre de mes C'est dur de passer derrière, on va avoir du mal maintenant, oui. Jean, il a un talent, il ne devrait pas faire de la radio mais de la télé, Patrick, mais voilà, tout le temps, on va le reprendre. Un peu, oui. Voilà. Encore un sondage? Ah, il y a encore un sondage politique? Ah non, non, pas de sondage politique cette fois-ci, un sondage, un véritable sondage qui a été fait par un journal italien qui a demandé à ses lectrices, et elles étaient fort nombreuses, mesdames, avec quel homme célèbre aimeriez-vous... Comment je pourrais dire? Attends, attention. Aimeriez-vous faire un gros câlin nocturne? Ah, tu m'as fait peur. Ouais, c'est ça. Et les réponses ont été tout à fait surprenantes. En effet, les Italiennes ont mis en numéro 1, à très peu de choses près, et là c'est tout à fait normal, nous ne dirons rien, Robert Redford, Paul Newman et Alain Delon. En numéro 6, Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste italien. En numéro 9, M. Jimmy Carter, le président des États-Unis. Et en numéro 13 seulement, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République française. Alors là, quoi? Le 13, ça porte bonheur. Oui, ben en tout cas, c'est pas suffisant parce que je trouve que c'est vraiment ahurissant. Ce résultat est ahurissant. Oh. Non, c'est vrai. Je veux dire, Jimmy Carter, bon, on le connaît. Ouais. Jimmy Carter est... je voudrais voir la photo de Carter, on va la passer. Tu vas dans sa cuisine, tiens, regarde. Il faudrait pas qu'il ressemble à Berthaud un peu, Carter, hein? Il y a quelque chose avec les cheveux un peu plus gris. Lui, il a les cheveux seulement poivre. Non, mais c'est exactement Berthaud. Donc il est très mignon, Carter. Je veux pas dire, tu es mignon aussi, Jean, il n'y a pas de doute. Mais tout ça n'est quand même rien, il faut le dire, et il faut être sincère, à côté de l'extraordinaire charme, à côté du pouvoir étonnant de séduction de M. Valéry Giscard d'Estaing. Je voudrais qu'on nous le montre. Montrons-nous Giscard, tout de même, là, quand même, une seconde. Regarde. Ça n'a pas de... Pour moi, je veux dire, si j'étais femme, ça n'a pas de comparaison. Mais on est peut-être assez mal placés, toi et moi, pour juger de ces choses-là. Alors, je voudrais qu'on fasse et qu'on montre bien que les femmes italiennes n'ont pas le goût des femmes françaises. Je voudrais qu'on fasse un sondage sur la salle. Je voudrais, mesdames, si vous aviez un gros câlin, uniquement les femmes, les hommes, vous vous taisez, vous ne dites rien. Si vous aviez un gros câlin nocturne à faire avec M. Jimmy Carter, je voudrais savoir lesquels d'entre vous seraient d'accord pour le faire avec Jimmy Carter. S'il vous plaît, voulez-vous à l'applaudimètre me le donner? Jimmy Carter, allez-y. Ouais, oui, évidemment. Et si vous aviez un gros câlin nocturne à faire avec M. Valéry Giscard d'Estaing, qui serait d'accord? Et ben voilà, les femmes françaises sont des femmes de goût et on se rend compte tout de suite que si la classe politique française n'est pas toujours extrêmement efficace, on a quand même les plus beaux, et de très loin. Nos hommes politiques sont les plus beaux, mais où tu mets par exemple Jobert dans tout ça? Il est hors concours dans ce... Ah, il est hors concours. Et Michel Debré? Non classé. Il remonte des profondeurs du classement, mais il espère terminer la prochaine fois. Non classé. Ça va, changeons de sujet un petit peu. Oui. Je sais que tu as vu à la télé, malheureusement, le match Saint-Étienne-Liverpool. Je l'ai pas vu à la télé, j'étais au stade de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Je l'ai vu là-bas parce qu'il faut aller voir Saint-Étienne là-bas. C'est pour ça que tu étais à Saint-Étienne ou c'était pour un gala? Non, j'étais à Saint-Étienne uniquement pour ça. J'y suis allé. Bon, le match, il a été ce qu'il a été, peu emballant, c'est vrai, mais j'adore l'ambiance l'ambiance extraordinaire qui règne dans ce stade à partir de 5h de l'après-midi, la voix qui donne. Et j'étais au milieu d'un groupe de supporters stéphanois qui étaient vraiment comme ils le sont, c'est-à-dire le bonnet, l'écharpe, le coussin aux armes de Saint-Étienne, tout ça en vert, les drapeaux, les banderoles.
et qui ont fait un raffut pendant, moi je suis arrivé 1 heure avant le match à peu près, tu vois. Ils m'ont mis la tête, mais comme un chaudron, ils m'ont braillé dans les oreilles tous les chants de guerre, et Dieu sait qu'ils en inventent sans arrêt. Et à côté de moi, juste vraiment comme les Christine, là, tu vois, collé à côté de moi, j'avais un monsieur d'une 35 ans à peu près, très calme, très froid, pas un mot. Et je me suis dit, enfin, un Stéphanois calme, parce qu'il n'y en avait pas énormément ce soir-là à Saint-Étienne. Et il s'est fait son petit sandwich, à un moment donné, il l'a mangé, il n'a pas dit un mot. Et quand les équipes sont rentrées sur le terrain, vraiment 5 secondes avant le coup d'envoi, avant que l'arbitre ne siffle, il a sorti de sa poche une écharpe rouge et il a fait « Go on, Liverpool !» et il l'a remis dans sa poche et il n'a plus dit un mot de la journée. Ça a été extraordinaire. Alors Jean, tu veux en venir où? Puis l'ambiance, surtout l'ambiance. Je veux dire, tu sais que quand Revelli, Patrick a tiré, à un moment donné, le goal anglais a arrêté la balle, alors ça a été « Oui, comment? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on nous fait? Pourquoi il n'a pas marqué ?» Et quand l'anglais a tiré sur la barre, mon anglais à côté de moi a fait simplement... C'est tout. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. C'est le flegme. Je pense qu'il faudrait que les Français aient la même classe. Oui, voilà, ce que je voudrais, le 16 mars, pour le match retour, quand Saint-Étienne va aller à Liverpool, je voudrais que nous ayons, nous supporters français, qui soutenons Saint-Étienne, c'est normal parce qu'on les aime bien, ils représentent la France dans cette aventure de Coupe d'Europe, mais je voudrais que nous les soutenions avec autant de classe, autant de flegme, autant je dirais, d'élégance, que cet Anglais en avait ce soir-là au stade de Saint-Étienne. Je voudrais que, je ne sais pas comment dire, mais ce serait presque... Allez les Verts. Allez les Verts. Simplement, c'est... Oui, mais peut-être en le chantant, alors ça serait un peu plus de... Tu veux qu'on essaye? Oui. Allez, allez... Allez, Saint-Étienne. Oui, ça manque un peu. Alors, je vais te dire, oui. si on chante, à mon avis, il faut un accessoire, mais léger. Faut pas qu'on tombe dans le déguisement. Il faut qu'on ait quelque chose d'extrêmement. Alors, j'ai acheté un peu de matériel là-bas. Tu vois, tu as les foulards, les foulards de Saint-Étienne. Voilà, voilà. Tu vois, là, c'est ça, comme ça. Alors, on se le met simplement autour du cou. Voilà, comme ça. On se le met autour du cou, comme ça, et on essaye à nouveau pour voir ce que ça va donner. Allez, les Verts. Ça, c'est mieux. Allez, les Verts. Allez, il faut peut-être un peu plus d'accessoires. Attends, on va mettre là. Vous l'attendez comme ça. Allez, les Verts. C'est mieux. Allez, les Verts. Allez, allons-y tous ensemble. Allez, les Verts. 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 Allez, les Verts.